Merci, merci à vous toutes, vous tous d'être ici aussi. Merci de m'accueillir. Je pense que le mieux, c'est probablement qu'on ait une discussion. Donc, je vous propose effectivement de garder un bon temps. Je vois qu'il y a une horloge, c'est très bien ici, pas loin. Un bon temps d'échange sur un sujet qui est évidemment pour un groupe comme Danone éminemment pertinent et en même temps terriblement complexe. Je vous propose de commencer peut-être par un tour d'horizon rapide. Je vous prie de m'en excuser d'avance. Pour certains d'entre vous, certaines, ce sera peut-être des propos de Café du Commerce. Et en même temps, je crois que ce sont des réalités qu'on est obligé de prendre en compte, en particulier quand la question que me pose Luc, c'est celle du rôle des grands groupes. La différence entre un grand et un petit groupe, c'est souvent le temps déjà, c'est que certains petits groupes deviennent grands, mais aucun grand groupe n'a pu éviter la phase où à un moment ou à un autre il était petit. Et la différence entre ces temps-là, ça peut être 20, 30, 40, 50, 100 ans. Et c'est probablement pourquoi... Moi j'ai éteint le mien. C'est probablement pourquoi... c'est probablement pourquoi je pense que c'est important de prendre un peu de recul. Je voudrais déjà partager une espèce d'évidence, c'est que les grands groupes participent à une forme ou à la déformation, on va dire, des systèmes agricoles et globalement des modes de vie et d'organisation humaine. C'est une évidence. Et c'est à ce titre-là que je voudrais, si on parle de déformation macroéconomique, je voudrais faire un petit retour en arrière. Ce retour en arrière, c'est que si on se situe dans le champ de l'agriculture et de l'alimentation, la plus grande synchronie qu'aient connue les écosystèmes sur notre petite planète, c'est l'apparition et surtout le développement de l'espèce humaine. On est dans des schémas où chacun des maillons de cette chaîne a cherché à optimiser son efficacité économique, et en ne le regardant que sous l'angle économique, ou principalement sous l'angle économique. Et on a, à l'intérieur même de cette immense synchronie, découpé en rondelles des opérations, en perdant complètement, peut-être pas complètement, mais en perdant significativement le lien organique qui les relie les unes aux autres, et chacune partant dans sa propre logique de consolidation et de développement. Ce qui, bien entendu, pose aujourd'hui tout un tas de difficultés, mais qui en pose en face d'une évidence, c'est que sur le plan quantitatif, il est clair que cette organisation industrielle est très tournée sur une dimension économique, a permis d'augmenter significativement la quantité d'alimentation, mais qu'on a perdu au passage, et on commence à le mesurer depuis, je ne sais pas, moi j'ai l'impression au moins une vingtaine d'années, et de façon accélérée, une déperdition qualitative significative. La transformation des ingrédients agricoles au travers de ce système en aliments industrialisés se traduit par, in fine, une perte significative des nutriments, enfin des qualités nutritionnelles de ces aliments. Des études ont montré, il y a eu une étude notamment, qui a fait pas mal de bruit il y a une dizaine d'années, qui a mesuré sur 50 ans au Canada, de retour sur les pommes de terre, le contenu nutritionnel des pommes de terre, et on voit que ils ont perdu entre 50 voire 100% de vitamines. Je crois que vitamine C, ça doit être, on est à 50% de perte, vitamine A 100%. Voilà. Le lait, dans la même période, des études scientifiques ont montré que le lait, sur une trentaine ou une quarantaine d'années, avait perdu 30% de son contenu en calcium, 50% de son contenu en fer, en moyenne. Donc on voit qu'il y a un appauvrissement
lié à la transformation industrielle. Appauvrissement qui est aussi lié au fait que la mécanisation nécessaire, indéniable, de l'agriculture s'est traduite par des intrants de façon importante, que globalement les sols ont perdu une partie parfois importante de leur fertilité, et que donc on est obligé de rajouter des intrants pour le compenser, et on se retrouve à l'autre bout de la chaîne avec un phénomène qui est identique, c'est-à-dire que pour que les oranges ou que les jus d'orange contiennent à peu près ce qu'il faut en vitamine C, on est obligé d'en rajouter aujourd'hui, parce que une orange en moyenne contient 8 fois moins de vitamine C aujourd'hui qu'elle n'en contenait il y a 50 ans. Parce qu'on fait croître les arbres plus vite, parce qu'on transforme ensuite, parce qu'on perd de la vitamine qui est quand même quelque chose d'extrêmement fragile dans le processus, et on se retrouve à devoir rajouter des nutriments qui sont parfois des nutriments de synthèse issus de la chimie pour compenser, pour équilibrer sur le plan qualitatif. Donc on voit bien que cette rupture par une logique économique quantitative très poussée au total des maillons de la chaîne agroalimentaire se traduit par, sur le plan qualitatif au minimum, des vraies conséquences qui sont des pertes nutritionnelles et qu'on sait mesurer bien entendu ensuite avec un impact sur les équilibres de la diète de chacun d'entre nous. L'autre aspect, bien sûr, de cette industrialisation de l'agroalimentaire, c'est que les pertes sont non seulement au niveau des micronutriments et de la qualité, mais aussi tout simplement au niveau des matières. C'est-à-dire que à la fois, bien sûr, il y a eu une explosion de la productivité et de la production d'ailleurs agricole qui a permis de couvrir les besoins alimentaires d'une espèce humaine qui est là encore d'une certaine façon endémique, mais en même temps, on sait très bien qu'aujourd'hui, les niveaux de perte au total de matière dans la chaîne alimentaire sont probablement de l'ordre de 30 à 40%. À l'intérieur de l'ensemble de ce système. Et ça commence ou ça termine, comme vous voulez, dans les modes de consommation de chacun d'entre nous et dans nos frigos, où on sait statistiquement qu'il y a très régulièrement des pertes, c'est-à-dire qu'on ne consomme pas la totalité de ce qui est à l'intérieur d'un frigo ou d'un placard, on finit par en jeter une partie, statistiquement. Dans la préparation, bien évidemment, en amont de ça, au niveau de la grande distribution, parce qu'il y a des normes, et qu'on ne plaisante pas, en tout cas on n'a pas le droit de plaisanter avec les normes, que la construction de chaînes longues provoque aussi la nécessité de prendre des précautions sur les durées les DLUO de produits, ce qui nécessite là encore un certain nombre de pertes. Et puis en amont de ça, il y a la perte au niveau de la transformation, et puis en amont, il y a encore la perte au niveau de la supply chain. Donc au total, on gaspille probablement, en tout cas on n'utilise pas probablement 30% des calories qui sont disponibles à l'intérieur de l'ensemble de la chaîne des aliments. On voit bien que la réponse industrialisée à l'endémie de l'espèce humaine et à l'augmentation de sa ration calorique, qui est très importante, qui est significative en tout cas sur 150 ou 200 ans, conduit à l'épuisement d'un système à la fois sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif. Et il est impossible, et je ne vois pas comment, c'est pour ça que j'ai accepté la question de Luc, je ne vois pas comment deux grands groupes industriels agroalimentaires, y compris nous, pourrions nous dédouaner d'une part de responsabilité qui est évidente dans cet état de fait.